Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi 7 février. La colère des magistrats contre Nicolas Sarkozy et maintenant contre François Fillon qui a jugé excessif le mouvement de protestation lancé dans les tribunaux. Le fossé entre l'exécutif et les professions judiciaires peut-il être comblé ? Débat à suivre sur ce plateau entre Pascal Clément, ancien garde des Sceaux, et Serge Portelli, vice-président du tribunal de Paris. Silence présidentiel qualifié par certains de glacial sur Michèle Alliot-Marie. La polémique autour des vacances tunisiennes de la ministre des Affaires étrangères contrarie son opération reconquête de l'opinion jeudi soir sur TF1. Commentaire de Michael Zamès. Barack Obama parle de progrès dans le processus politique lancé en Égypte après 2 semaines de contestation. Le dialogue national, encore incertain, s'est noué avec l'opposition. Face à la fronde inédite du monde judiciaire, François Fillon met donc en garde contre les réactions excessives, non celles du chef de l'État qui a dénoncé les dysfonctionnements ayant conduit au drame de l'affaire Laetitia, mais celles des magistrats qui se mobilisent. On écoute le Premier ministre. Les magistrats de l'ensemble du pays ont décidé un mouvement de protestation de plusieurs jours. Leur réaction est excessive et je crains qu'elle ne puisse pas être comprise des Français. Le principal suspect, qui a fait des aveux partiels, mais suffisamment précis pour être mis en examen, il avait passé de longues années en détention et à sa sortie, il était prévu qu'il soit suivi par un service de probation. Il ne l'a pas été. C'est un dysfonctionnement. François Fillon, cet après-midi, à l'issue d'une réunion à Matignon avec les ministres en charge de la justice et de l'intérieur. Le mouvement de protestation lancé à Nantes après les déclarations de Nicolas Sarkozy s'étend donc. Premier report d'audience aujourd'hui dans les tribunaux avant la mobilisation nationale de jeudi. Bérangère Dinglas. Le palais de justice de Paris tourne déjà au ralenti. Il se met en ordre de bataille contre les déclarations du chef de l'État. C'est demain à 11h que les magistrats du tribunal de grande instance décideront ou non d'une grève des audiences. La Cour d'appel devrait-elle aussi prendre position? Quant à la Cour de cassation, l'instance judiciaire suprême, son président a prévu de réunir jeudi en urgence une assemblée générale. C'est un vrai raz-de-marée qui touche tous les tribunaux de France et qui remonte jusqu'à la Cour de cassation. On a marre d'être pris pour cible, alors que ce n'est pas nous qui nous donnons les moyens pour travailler, ce n'est pas nous qui votons les lois au Parlement. Le mouvement, commencé à Nantes, fait tache d'huile. Après les tribunaux de Rennes ou Bayonne dès vendredi, c'est au tour de Bordeaux, Lyon ou Metz de rejoindre la contestation. Au total, près de 90 tribunaux sont à l'arrêt ce soir. À l'initiative du mouvement, les syndicats de magistrats ont reçu le soutien des avocats. Et chose plus rare, celui de certains syndicats de policiers, eux aussi mis en cause. On désigne un coupable, en l'occurrence, qu'il soit policier ou magistrat, et on le jette en quelque sorte en pâture à l'opinion publique. Mais a priori, justement, les officiers de police, ou tous les policiers d'une manière générale, et les magistrats n'ont pas de responsabilité propre tant qu'une enquête ne l'aura pas démontré. Le mouvement devrait continuer à s'étendre dans les jours qui viennent. Jeudi, une mobilisation nationale est prévue. Et face à suivre donc entre Pascal Clément et le juge Portelli, présent à Varsovie aujourd'hui pour un sommet avec le président polonais et la chancelière allemande. Nicolas Sarkozy a refusé de s'exprimer sur les dossiers de politique intérieure et notamment sur la polémique visant Michèle Alliot-Marie. Bonsoir Michael Zamès. Bonsoir Michel. Vous êtes le nouveau chroniqueur politique de Public Sénat. Bienvenue d'abord. La polémique donc sur les vacances tunisiennes de la ministre des Affaires étrangères vient contrarier le chef de l'État qui comptait sur l'émission Parole de Français jeudi sur TF1 pour reconquérir l'opinion. Et Michel, on aurait bien aimé être une petite souris ce matin dans l'avion qui emmenait le président de la République et Michèle Alliot-Marie à Varsovie, vous l'avez rappelé. Il y a eu un tête-à-tête entre les deux personnalités, un tête-à-tête qui apparemment a donné lieu à quelques remous, en tout cas au vu du regard de Nicolas Sarkozy quand il est descendu de son avion, il avait la mine des mauvais jours. Lui qui a fait tant d'efforts ces dernières semaines, changement de ton, changement de style, un mois de discours, de vœux en tout genre, un sans faute presque, mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Les sondages ne décollent pas, patatras. Voilà l'affaire Alliot-Marie qui lui tombe dessus en plus. Cela ressemble étrangement
à une autre affaire. Je veux bien sûr parler de l'affaire Éric Woerth, un feuilleton qui a duré des semaines, qui a empoisonné la vie du président, la vie du gouvernement. Et encore, les relations avec Éric Woerth étaient beaucoup plus saines qu'avec celles d'Alioune-Marie. Ces deux-là se connaissent très bien, très bien, mais ne s'apprécient guère. Alors à l'époque de l'affaire Woerth, pour ceux qui s'en rappellent, Nicolas Sarkozy avait été obligé de soutenir sa ministre lors d'une émission de télé. L'histoire est peut-être qu'un éternel recommencement pour le président de la République. Jeudi soir, vous l'avez dit, il sera face aux Français sur TF1 et pourra-t-il échapper aux questions sur sa ministre ? Ça, on en doute. Et même si, selon ses proches, il n'a pas vraiment envie d'en parler, il devrait forcément la soutenir, même si c'est du bout des lèvres. Merci Mickaël. La mauvaise place de la France dans le classement PISA des performances scolaires amène les parlementaires à tenter d'y voir plus clair. Une mission d'information voit le jour pour enquêter dans les établissements. Eh bien, elle a inauguré ses visites à Alfortville, dans un lycée professionnel, souvent considéré comme le parent pauvre de l'éducation nationale. Reportage Aurélien Romano. Direction Alfortville, le lycée Maximilien Perret est au cœur d'un quartier sensible. Ultramoderne, l'établissement propose toutes les filières, mais c'est la voie professionnelle qui intéresse les sénateurs aujourd'hui. Une filière vue comme la solution miracle au chômage des jeunes, car elle propose des formations très spécialisées, trop spécialisées parfois en temps de crise. Pire, pour certains, la poursuite d'études vers l'enseignement supérieur se révèle un parcours du combattant. Seule la moitié de ceux qui vont en BTS réussissent à décrocher le sésame. Alors, les filières professionnelles sont-elles des impasses pour élèves en difficulté ? C'est ce que veulent éviter les sénateurs. Comment et pourquoi ils sont rentrés dans ce type de filière? Si c'est parce qu'ils étaient motivés par cette profession, par ces métiers. Ils s'intéressent aussi aux débouchés. Et vous avez trouvé un stage? Vous avez un maître de stage? Oui. Après la visite des aspects concrets de ces formations, c'est autour d'une table ronde que tombent les idées reçues. Est-ce que vous étiez bien accompagné par votre professeur? En bac pro? Oui. Moyennement. Un moins bon encadrement que dans l'enseignement général ou dans l'enseignement supérieur. C'est aussi à une tradition d'orientation vers la filière générale que les sénateurs veulent s'attaquer. Si on force un certain nombre de jeunes à aller dans la voie générale, qu'adviendra-t-il de se devenir des jeunes 2 ou 3 ans après? La mission parlementaire va parcourir la France. En choisissant un peu les établissements en fonction des objectifs qu'ils ont, de voir les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, comment les choses peuvent s'améliorer. Les conclusions de cette mission seront remises à la mi-juin. À noter dans l'actualité aujourd'hui, la Hongrie qui accepte sous la pression d'amender sa loi sur les médias. Les critiques contre ce texte jugé liberticide ont assombri les premières semaines de la présidence hongroise de l'Union européenne, incarnée donc par le Premier ministre Viktor Orban. 14e jour de contestation en Égypte, même si la vie reprend doucement son cours au Caire. Le couvre-feu a été raccourci d'1 heure. Le dialogue national ouvert hier pour chercher une issue à la crise est qualifié d'encourageant par le président américain Barack Obama, mais d'opaque par l'opposant Mohamed El Baradei, qui n'a pas été convié à la table de négociation, à l'inverse des frères musulmans. Mounir Soussi. Le pouvoir égyptien et les frères musulmans assis à la même table face aux caméras, une image inédite depuis plus de 50 ans. Après avoir fait profil bas depuis le début de la révolte, la confrérie religieuse arrive sur le devant de la scène. Ces pourparlers offrent aux frères musulmans l'occasion de s'imposer comme un acteur incontournable de la transition et surtout de mettre en avant leur projet politique. Si on prend au sérieux le programme Frères, ça devrait ressembler à une théocratie. On ne sait pas exactement, pas iranienne, ce n'est pas une théocratie à l'iranienne, mais c'est quand même une théocratie. Après cela, on verra dans les faits qu'est-ce que ça peut donner. Cette hypothèse inquiète les chancelleries occidentales qui redoutent que les religieux ne s'installent au cœur du pouvoir. Les idées des frères musulmans séduisent un quart des Égyptiens, mais dans les rues du Caire, une partie des manifestants veut croire en une transition démocratique. Tant que les frères musulmans n'essayent pas de prendre le contrôle de la situation, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Les négociations ne calment pas les manifestants. Les défilés se poursuivent aujourd'hui dans la capitale. Un consensus sur un projet de réforme constitutionnelle a pourtant été adopté. Projet insuffisant, ont déjà dit les frères musulmans. Nombreux hommages politiques à André Chédid, décédé à 90 ans hier. Grand écrivain, femme de cœur et d'esprit, cette romancière poétesse fidèle à ses racines libanaises et à son enfance égyptienne était la mère de Louis et la grand-mère de Mathieu Chédid, dont elle a d'ailleurs signé plusieurs chansons. Le débat du 19h. Les juges se sentent-ils à bon droit dénigrés par le chef de l'État ?
Avec nous, donc, Pascal Clément, bonsoir, député UMP de la Loire et ancien garde des Sceaux. Face à vous, Serge Portelli, vice-président du tribunal de grande instance de Paris. Bonsoir à tous les deux. François Fillon, qui ne nie pas la question des moyens de la justice, juge excessif le mouvement de protestation des magistrats. Comment est-ce que vous recevez, monsieur le juge, ce rappel au devoir de responsabilité des juges ? On pourrait rappeler le président de la République et le Premier ministre à leur devoir aussi, qui est un devoir d'abord de raison et peut-être aussi de dignité. Quand on a un crime aussi atroce, aussi abominable que celui-là, on a peut-être d'abord le devoir de respecter la douleur des familles, plutôt que d'essayer une nouvelle fois d'exploiter ça à des fins politiciennes. Et puis l'autre devoir, c'est un devoir je veux dire, de raison, d'essayer de comprendre peut-être ce qui s'est passé. Et là, c'est pas du tout ce à quoi on assiste. Rien n'est fondé, selon vous, dans les déclarations du chef de l'État. Écoutez, vous avez, nous dit-on, un dysfonctionnement de la justice. 3 enquêtes sont en cours. Une de l'administration pénitentiaire, l'autre de la police, l'autre de la justice. Dans n'importe quelle démocratie, on attend le résultat de ces enquêtes, et après, s'il y a un coupable, on le punit, on le poursuit en tout cas. Là, c'est pas ça du tout. On a un président de la République qui part immédiatement en essayant de faire voter une loi, mais comme les députés n'en veulent pas, il ne le faut pas. Et donc ensuite, il part en disant il faut sanctionner les magistrats et les policiers parce qu'ils ont commis une erreur. Mais attendez... Moi, je ne sais pas. Quelqu'un qui est soi-disant garant de l'indépendance des magistrats doit connaître un peu le fonctionnement de tout ça. Monsieur Clément, est-ce que selon vous, Nicolas Sarkozy a violé donc son rôle de garant de l'indépendance de la justice ? Je voudrais rappeler à tous, donc aux magistrats, que le président de la République est élu au suffrage universel direct. Donc s'étonner qu'un élu au suffrage universel direct fasse remonter au niveau national la douleur d'une famille, vous venez de le dire, M. Portelli, qui est particulièrement vive dans un crime particulièrement odieux, ce n'est pas étonnant. Après, la question pour moi n'est plus de savoir quel est le président de la République, et vous me voyez venir, qui vient de faire ce type de déclaration. Je dis un président de la République. Pourquoi ? Les magistrats se fragilisent en critiquant l'institution, le président de la République, élu au suffrage universel direct, car il est le garant de l'institution judiciaire, il est le garant de l'indépendance des juges, et à partir du moment où vous vous engagez dans la critique personnelle d'un président de la République, eh bien vous affaiblissez votre position. Donc, j'estime que c'est un incident. La question n'est même pas de savoir si c'est dommageable ou pas, la question est de savoir comment rebondir intelligemment. À mon avis, il y a 2 choses. La première idée, c'est a-t-on utilisé, avec les nombreuses lois, je vous concède déjà ce point-là, sur la récidive, il y en a 4 ou 5, dont au moins une qui m'appartient, si je peux dire, est-ce qu'on a utilisé tous les moyens? Alors déjà, je peux affirmer que non. J'ai lancé en 2005 sur la loi qui portait son nom-là, sur la récidive, le bracelet électronique mobile. À l'heure où je vous parle, il y en a 43 en circulation. Autrement dit, culturellement, les magistrats ne se le sont pas appropriés. Je reconnais qu'il y a eu des difficultés de mise au point tout au début, mais enfin, voici 5 ans que cette affaire a été votée. 43, ça ne va pas. Or, c'est le meilleur moyen contre la récidive sexuelle. Deuxième chose, il est vrai que les travailleurs sociaux, qui sont les conseillers insertion probation, ne sont pas assez nombreux. D'après la chancellerie, c'est entre 600 et 800 qu'il faudrait créer des postes. Il est vrai qu'à Nantes, ils avaient 180 mesures par conseiller, c'est effectivement totalement excessif. En France, c'est 108 et l'idéal serait, paraît-il, 60. Donc, donnons des moyens. Les dysfonctionnements. Utilisons les moyens. Les dysfonctionnements, nous verrons. Les responsabilités sont partagées entre ceux qui doivent donner les moyens qui ne les donnent pas et les magistrats qui n'utilisent pas forcément. Je ne parle même pas de partage de responsabilités. Chacun son rôle. Le président, il est le seul élu au suffrage universel direct. Il peut dire des choses. Ensuite, à dire non, est-ce que nous utilisons les moyens de disposition? Et en faut-il plus? J'ai répondu oui dans les 2 cas. Le président de la République est élu au suffrage universel, je vous le concède absolument. Ça ne le conduit pas à dire n'importe quoi.
Enfin, je veux dire, quand on entend un président de la République Est-ce que vous avez parler... le droit de dire qu'un président de la République, je dis bien n'importe lequel, dit n'importe quoi? Oui, mais c'est un peu choquant. Non, ce qui est un peu choquant, c'est quand j'entends un président de la République dire de quelqu'un qu'il est présumé coupable. Vous êtes juriste? Enfin, vous connaissez cette expression? Je vous pose la question. Elle est à destination du peuple français. Elle est mais il faut quand même arrêter juristes, de prendre le peuple français pour des imbéciles. Je veux dire, il y a du droit. Je pense que le président de la République est censé le faire connaître et le respecter. Le premier citoyen à le faire respecter, c'est ça. Ensuite, il ne faut pas quand même tout mélanger. Vous parlez d'une application d'une loi à laquelle vous avez fortement contribué et qui a créé le bracelet électronique mobile. Mais que ce bracelet électronique mobile, au bout de 5 ans, ne soit pas encore appliqué, est-ce la faute des magistrats? Est-ce que parce que dans les tribunaux, vous avez des fabriques de bracelets électroniques mobiles. Écoutez, soyez raisonnable. Sérieux. Vous savez comme moi que c'est le juge qui décide s'il y aura port du bracelet ou pas pendant les périodes de réduction de peine. Et si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. C'était factuellement un juge qui le décide. Beaucoup mieux que vous. Bon. Et ensuite, il y a ce problème de moyens. Est-ce que effectivement les magistrats du tribunal de Nantes, qu'on accuse de tous les péchés, pouvaient ou non suivre cette personne qui avait été condamnée et qui se trouvait à l'époque du crime sous le régime de la mise à l'épreuve? La réponse est non, puisque les fonctionnaires qui suivaient, qu'on appelle des conseillers d'insertion et de probation, ne pouvaient pas matériellement suivre cette personne. Tout le monde le savait. Les fonctionnaires eux-mêmes, les magistrats juges de l'application des peines aussi, qui avaient fait remonter moult rapports à leur chef de juridiction et jusqu'à la chancellerie, tout le monde était au courant. Mais cette situation n'est jamais qu'une situation que connaissent tous les tribunaux de France et de Navarre. Tout simplement parce que, et on en revient à cette question des moyens, mais nous ne pouvons pas faire exécuter les mesures que vous, parlementaires, vous votez. Nous ne pouvons même... Moi, je préside un tribunal correctionnel. Ce n'est pas l'exemple que j'ai donné. Dans le cas de l'exemple que j'ai donné, le bracelet électronique, 43 utilisations dans toute la France, on aurait pu franchement l'utiliser plus. S'il s'agit de punir les coupables, qui sont donc les coupables pour vous? Les coupables de quoi? Parce que c'est peut-être tout le problème. Eh bien, de ce genre de drame qui survient malheureusement de temps à autre dans l'actualité. Écoutez, on est en train de mélanger, et c'est le fond du débat, tous les problèmes. D'abord, il y a le coupable d'un meurtre. Et ça, on verra, mais je pense qu'il faut laisser la justice faire son travail tranquillement. Ensuite, il y a le coupable d'un éventuel dysfonctionnement administratif et judiciaire. Il y a 3 enquêtes en cours. Laissons faire ces enquêteurs et voyons ce qu'il arrive. Et ensuite, il y a une responsabilité, une 3e, qui est une responsabilité politique. Est-ce qu'en France, le gouvernement donne à l'ensemble des services publics, et pas simplement à la justice, les moyens de fonctionner? Parce que ce à quoi on assiste depuis des années, c'est à une réduction drastique de tous les moyens. Ce qu'on est en train de traiter aujourd'hui dans la justice, on pourrait le trouver demain dans un hôpital, on pourrait le trouver demain à l'éducation nationale, dans la police. Monsieur Clément, c'est vrai, il est difficilement contestable que la France, quand on la compare aux autres grands pays européens, est très en deçà au niveau de ses budgets de justice. 37e sur 45. 37e sur 45 selon le classement de l'OCDE. Depuis l'an 2000, c'est-à-dire depuis le début du gouvernement Jospin compris, jusqu'à cette année, le budget de la justice augmente beaucoup plus que l'inflation. Donc il y a un effort fait par la nation pour cela. Est-ce que c'est suffisant? La réponse est non. Au dernier discours, je demandais à l'époque une loi de programmation pour la justice, c'est-à-dire une loi qui permet sur un certain nombre d'années de rattraper les retards qui sont les nôtres, mais qu'on ne va pas comparer avec les autres pays, parce que vous le savez très bien, la comparaison est difficile à faire. Partons de notre situation française. C'est une comparaison qui est faite par le Conseil de l'Europe. Oui, mais ils n'ont pas la ligne, le droit, le juge administratif, nous l'avons. Enfin, c'est un peu compliqué. Rentrons pas dans les détails. Le périmètre de la justice n'est pas forcément le même selon les différents pays. Au Conseil de l'Europe, vous avez des experts, y compris français, qui connaissent très très bien ce problème-là. Alors, en tout cas, ce qu'il y a de vrai, c'est que c'est une situation alors qui date du début de la République. On n'a jamais eu les mêmes chiffres que les Allemands pour prendre cet exemple, mais on ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Parlons de nous. Nous pouvons améliorer sacrément les choses. Je vous rappelle qu'en matière de prison, le grand débat, et vous m'aviez invité déjà plusieurs fois, M. Grossior, sur le problème des prisons, on a construit 12 000 places. Le président de la République actuelle a relancé
c'est 4000 pages supplémentaires. Bon, ça prend 7 ans pour sortir d'une prison. Ça commence à sortir, c'est clair. On améliore les choses. C'est vrai qu'il manque des conseillers insertion-probation. C'est vrai qu'il manque encore dans certaines juridictions des magistrats. C'est vrai, alors c'est à peu près vrai partout qu'il manque des greffiers. Bon, tout ça est vrai. Je souhaite qu'à partir de cet incident, au lieu de faire le procès de l'institution président de la République, ce qui est grave, car ce que M. Portelli ne voit pas, et ça visiblement ça lui échappe, c'est qu'en attaquant politiquement un président de la République qui est certes d'une couleur politique plutôt que d'autres, il abîme sa propre image d'indépendance. Ce que vous ne voyez pas, et ça, il vous a retourné le compliment. Oui, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en critiquant l'institution judiciaire, qui peut être critiquée, ne me fait pas dire le contraire de ce que je dis, qui même doit être critiquée, mais en le critiquant ainsi, avec un manque de sérieux et de pondération, on abîme l'ensemble des institutions républicaines. Parce que toute démocratie a besoin d'une justice qui fonctionne d'abord correctement avec des moyens et qui soit un peu respectée, notamment par le président de la République. Voilà, ça va être difficile de retrouver un terrain d'entente. Là, le ton est monté tellement haut des deux côtés, entre l'exécutif et la profession des magistrats. Mais enfin, c'est un sujet important. C'est un sujet important. C'était la question du nouvelobs.com. Nicolas Sarkozy est-il allé trop loin dans la mise en cause des magistrats? On découvre les réponses des internautes et ils répondent massivement oui à 83%. Voilà, c'est un débat à suivre. Comme dirait François Fillon. Allez, dernière page du 19h. Merci messieurs d'avoir échangé vos arguments sur notre plateau ce soir. Dernière page avec la sociologue des médias de Monique Dagneau qui va nous rejoindre pour commenter le grand remue-ménage à la tête des journaux. Et oui, à la tête du Monde, de Libération et encore du Nouvel Observateur. Sandra Cerquera. Un jeu de chaises musicales qui bouscule les quotidiens français. Éric Israelevitch s'achemine tranquillement vers la direction du Monde. L'ancien directeur de la Tribune a déjà envoyé son projet à la rédaction. Plus de pages, une fusion des rédactions papier et web et une parution le matin. 75% des employés ont déjà approuvé sa candidature. Le vote aura lieu jeudi. L'issue du scrutin est plus incertaine à Libération. Nicolas Demorand quitte Europe 1 pour diriger le quotidien. La direction se prononce aujourd'hui sur cette candidature qui ne convainc pas les journalistes. C'est l'actionnaire Édouard de Rothschild qui a persuadé Demorand. Ce choix, c'est le sien et il ne s'en est pas caché devant le personnel. L'intéressé dit vouloir réenchanter la gauche, mais pour la rédaction de Libé, ce n'est pas suffisant pour faire un journal. Il lui reproche son manque de projet. L'issue du vote est incertaine. La rédaction a laissé partir Laurent Geoffrin sous les applaudissements. Il quitte Libération pour le Nouvel Obs. Il arrive en terrain connu, puisqu'il a quitté l'hebdomadaire il y a 4 ans. C'est donc l'ancien directeur qui est rappelé aux commandes. Des nouveaux patrons déjà vus, déjà connus. Un chassé-croisé qui pour certains n'est que le symbole du déclin de la presse. Avec nous donc Monique Dagneau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste sociologue des médias, chercheuse au CNRS, vous réfléchissez beaucoup à l'économie de la presse écrite. On sait que la presse écrite se porte mal. Alors ces changements de tête dans les journaux, est-ce que c'est un signe de vitalité ou bien c'est un effet trompeur pour vous? C'est un effet de vitalité, on peut dire, parce qu'on ne peut pas laisser que les choses bougent, ça fait partie de la vie et de la vie économique. L'autre chose, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup de changements parce que au départ, il y avait 2 candidats pour la reprise, candidats pour la reprise du Monde et finalement, Père Driel n'a pas été retenu. Donc c'est des candidats peu attendus qui ont finalement sont les maîtres du Monde aujourd'hui. Là-dessus, donc, il est advenu que Oliven est parti finalement à Europe 1. Ensuite, donc un jeu de chaises musicales. Alors, je dirais que pour résumer quand même la situation, c'est qu'on voit bien la reprise en main par les actionnaires finalement. Dans la plupart dans ces 3 cas, ce sont quand même les actionnaires qui ont imposé leur candidat. Au Monde, je ne suis pas sûre que Éric Israelevitch soit vraiment le candidat des rédacteurs. Donc, c'est un ancien du journal. C'est un ancien du journal, tout à fait. C'est un choix d'ailleurs assez classique. Il a une grande expérience de la presse écrite. Non, c'est pas tout à fait une étonnant, reprise en main, reprise en main par les actionnaires, mais parce qu'on s'approche de 2012. Vous voulez dire une reprise en main politique? Ah non, pas du tout. Une reprise en main, c'est les actionnaires qui imposent leur choix. C'est plutôt ça. Si vous voulez, au Monde, la tradition, c'est quand même plutôt
que la rédaction, finalement, a un rôle très important pour décider qui va diriger la rédaction. Aujourd'hui, bien sûr, elle va voter et il faut que Yitzhak Levitch obtienne les 60%. Mais au départ, c'était pas vraiment la procédure qui était prévue. Ils avaient prévu une shortlist et puis ensuite, il y avait quand même des candidats. Il y a beaucoup de candidats internes. Est-ce qu'on ne s'éloigne pas là des vrais enjeux de la presse, notamment de la presse quotidienne nationale, qui est confrontée à des difficultés